Ah, bonjour, merci, bienvenue. J'essaierai dans la mesure du possible, parce que quand on est 2, effectivement, c'est plus facile d'être sur le chat en même temps qu'on est en train de faire la présentation. Là, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais je ferai de mon mieux. Voilà, c'est à ça que nous sommes tous tenus, faire de notre mieux. C'est quelque chose qu'on partage souvent avec les clients. Et bien, je vais essayer de me l'appliquer à moi-même. Alors, la thématique qu'on avait envie de partager avec vous, c'est un cycle qui parle beaucoup de coaching d'équipe. Et puis, depuis deux, trois sessions, on a décidé de revenir sur le coaching en général. Et c'est bizarre, j'ai la vidéo qui est toute floue. Ah, ça y est, c'est revenu. Et donc, cette question-là, beaucoup de celle qu'on a eu envie de traiter, on n'avait pas prévu de la traiter début septembre, mais dans les supervisions que nous avons, Paul et moi en coaching, dans les formations que nous faisons, pas mal de coachs nous posent cette question. On nous annonce une grosse crise économique qui n'en finit plus de tarder à arriver, mais peut-être qu'elle finira bien par arriver effectivement. Et dans ce cas-là, comment est-ce que les coachs pourront faire face à la crise? C'est la question qu'on a choisi de traiter avec vous. Je vais commencer par une bonne nouvelle. Ouais, parce que les questions anxiogènes, c'est bien gentil, mais enfin, déjà, quand on allume la radio tous les matins, on en entend plein. Donc, plutôt que de commencer par tout ce à quoi il va falloir se préparer et être attentif, je vais commencer par vous dire que mon expérience, et celle de Paul aussi, mais moi, ça fait 15 ans, lui, ça fait plutôt 20 ans qu'on fait du coaching, c'est que les périodes de crise ont plutôt toujours été des périodes, j'allais dire presque malheureusement, des bonnes périodes pour les coachs, parce que c'est des périodes où les entreprises ont besoin de nous pour les accompagner à traverser justement ces moments un petit peu difficiles. Voilà, donc là, vous avez atteint le nombre maximum de participants, donc je pense que je peux y aller direct. Donc effectivement, on nous pose à chaque fois la question, le sujet n'est-il pas excellé en coaching d'équipe? Oui, c'est le sujet de l'ensemble des masterclass qui a démarré au mois d'avril, je pense, donc il y en a déjà eu 5 ou 6. On a beaucoup parlé de coaching d'équipe au début, et là, on a choisi aujourd'hui de parler de cette question qui concerne autant les coachs d'équipe que les coachs individuels. Voilà, donc en espérant que cette thématique vous intéressera quand même, parce que là, vous verrez, ce n'est pas spécifiquement l'une ou l'autre des catégories, et de toute façon, on y reviendra dans le milieu de la présentation. La meilleure façon de faire face à une crise, c'est d'abord de développer sa propre excellence en coaching. C'est celle-là qui permettra justement de convaincre le client qu'il a bien fait de passer par vous. Donc, au sommaire aujourd'hui de cette petite conférence, 3 choses. On voudrait vous parler du titre RNCP, et à ce sujet, on voudrait faire un mea culpa, parce que peut-être certains nous connaissent depuis longtemps et savent qu'on n'était pas tellement des grands fans de tout ce qui était titre, de tout ce qui était certification, de tout ce qui était accréditation à des fédérations ou autres. Et là, le monde est en train de changer pour le coup, donc dans un contexte effectivement qui peut s'avérer un peu plus compliqué qu'il ne l'était jusqu'à présent, ça peut être intéressant de se poser cette question-là. Ensuite, qu'on soit coach individuel ou qu'on soit coach d'équipe, de toute façon, la meilleure façon de convaincre et donc de traverser la crise et de ne pas être touché par elle, voire même de surfer sur la crise. Alors, j'ai quelques scrupules, vous l'entendez, à parler de ça, parce que du coup, ça pourrait faire de notre métier, une espèce de métier un peu comme les croque-morts là, dans Lucky Luke, hein, où chaque fois que ça tire un peu dans tous les coins, le croque-mort il se régale, il sort son maître et il commence à... alors, je répète, hein, pour ceux qui disent est-ce que la thématique était excellée en coaching d'équipe? Oui, c'est effectivement la thématique de ce cycle de cette masterclass qui a commencé au printemps. Donc, vous avez la possibilité de... Non, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez la possibilité, mais en tout cas, si vous le souhaitiez, quand vous recevrez le mail avec le replay d'aujourd'hui, demandez-nous qu'on vous envoie les replays des précédentes. On l'a fait la dernière fois, donc vous verrez que c'est effectivement bien la thématique. Mais là, aujourd'hui, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le sujet, on a choisi de répondre à cette question de comment un coach peut-il faire face à la crise. Et c'était vraiment le titre de la conférence d'aujourd'hui. Et désolé pour Raymond et pour ceux qui nous quitteront. Voilà. Mais j'insiste parce que c'est important.
le titre Exceller en coaching d'équipe, c'est le titre de toute une série de conférences. Donc, il n'y en a pas qu'une sur le sujet, il y en aura, je pense, une dizaine ou une quinzaine. Elles ont commencé au printemps et elles vont continuer. Et donc, régulièrement, on envoie voilà, donc il y a quelqu'un qui a mis toutes les conférences, donc vous voyez bien qu'effectivement, elle traite effectivement du coaching et du coaching d'équipe en particulier. Et là, aujourd'hui, et donc là, je vais arrêter avec ça, si vous voulez bien, parce que déjà, en étant seul, je vais me recentrer sur la thématique, qui est donc comment est-ce que les coachs, qu'ils soient d'équipe ou individuels, peuvent se préparer de manière intelligente à traverser une période qui peut être assez troublée dans les prochains mois. Et puis la dernière question qu'on va se poser, il y en aurait plein d'autres, hein, mais on a choisi d'aller sur ces 3 thématiques-là. Comment positionner ses tarifs au bon niveau, parce que ça c'est quelque chose qui est hyper important, parce que finalement, se dire qu'on veut faire beaucoup de coaching ou pas beaucoup de coaching, c'est une première question, mais toute la différence, elle se fera aussi beaucoup sur le tarif que vous arriverez à proposer ou pas à vos clients. Et moi, récemment, j'étais en contact, j'avais plutôt l'impression que j'étais sur un bon niveau de tarif, plutôt élevé. J'étais alors en contact avec une très jeune coach qui travaille avec nous, et je me suis aperçu qu'elle facturait 20% au-dessus de ce que moi j'ai l'habitude de facturer. Donc ça m'a fait du bien, je me suis réactualisé plutôt à la hausse sur ma vision de tarif. Et donc on abordera cette question-là, parce que finalement, si à un moment donné, il y a moins de missions de coaching, ce que je ne crois pas en fait, hein, je pense qu'il y en aura tout autant, voire encore un peu plus, et bien au moins, il faut que les tarifs soient positionnés au bon niveau. Et il pourrait y avoir un risque, en revanche, qu'on se dise, dans une période de crise, je vais plutôt baisser mon tarif pour essayer de récupérer des missions. Et donc là, il y a 2 risques à ça. Le premier, c'est de vous décrédibiliser vous-même. Dans l'œil d'un client qui connaîtrait les tarifs. Et puis, c'est aussi de se décrédibiliser tous ensemble et donc de faire en sorte que le tarif global du coaching aurait tendance à baisser, alors même qu'on est dans une période où tout augmente. Voilà. Donc, go pour ces différents sujets. En commençant par celui-là, chaque année, il y a de plus en plus de coachs et du coup, la question, c'est pas évident du tout de se démarquer. D'autant plus que les DRH aujourd'hui, les clients d'une manière générale, mais spécifiquement les DRH, sont eux de mieux en mieux formés pour apprendre à faire la différence dans le marché du coaching. Donc, c'est pas évident pour le client de s'y retrouver, mais en même temps, le client, comme il n'aime pas beaucoup ne pas savoir s'y retrouver, il développe des compétences en interne en envoyant des gens se former. J'avais il n'y a pas longtemps, justement, puisqu'on parle de coaching d'équipe, j'avais il n'y a pas longtemps une discussion avec un client que j'accompagne depuis plusieurs années et qui me disait comment ça va pour toi, Franck? Moi, je fais quasi exclusivement du coaching d'équipe. Donc, comment ça va pour toi, Franck? Et je lui disais, écoute, en ce moment, je suis plutôt débordé de boulot, donc je ne peux pas dire que ça aille pas. Plutôt des problèmes d'organisation de l'agenda que l'inverse. Mais effectivement, on voit bien que la perception des clients est de plus en plus fine et de plus en plus, ils savent aller chercher des coachs. Et donc, en fait, je lui renvoie un peu la question. Je lui dis, et toi, comment tu fais aujourd'hui quand tu dois travailler avec un coach pour faire ta sélection? Et donc, parmi les petites recettes qu'il me donnait, c'est que, par exemple, c'est quelqu'un qui n'hésiterait pas à se connecter sur une conférence comme celle que je vous propose aujourd'hui, parce que ça l'intéresse d'entendre un petit peu ce qui se passe dans le marché du coaching. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup le coaching dans les entreprises. Ils ont aussi dans cette boîte formé quelqu'un, qui est d'ailleurs formé chez nous, on est très fiers de ça, qu'ils ont formé au coaching d'équipe complètement. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est chargé de recruter les coachs d'équipe pour l'entreprise dans laquelle elle travaille et qui elle-même en fait un petit peu par ailleurs et puis qui est capable en plus de donner son avis sur le processus qu'on propose et qui, sur de nombreuses missions, fait l'interface entre le coach d'équipe que je suis, par exemple, l'entreprise et le processus que je vais proposer. Donc, de plus en plus, alors là, je parle des gros clients, c'est des grosses entreprises, mais même chez des plus petits, même sur des ETI ou des PME+, on commence à avoir des gens qui ont été, par exemple, j'ai une amie et collègue qui fait des formations pour les DRH de petites boîtes pour leur apprendre en 2 jours ce que c'est que le coaching. Et donc, c'est gagnant-gagnant parce qu'à la fois, elle leur parle du coaching alors que certains ne savent pas du tout ce que c'est encore, et notamment le coaching d'équipe, certains ne savent pas du tout ce que c'est. Et à l'inverse,
elle leur donne finalement des billes aussi pour savoir recruter des coachs. Donc, pour ça, évidemment, après, il faut être un bon coach, hein, il faut se former. Mais pendant assez longtemps, on avait un peu les chevilles qui gonflaient, hein, d'où l'image de la cheville là, qui est en train d'être bandée, en pensant qu'il n'y avait rien d'autre à faire que d'être juste un bon coach. Et donc d'être un excellent coach, ça suffisait pour vendre du coaching. Évidemment, il faut une bonne formation, il faut avoir un peu d'expérience ou un peu de légitimité en ayant été, par exemple, manager dans une première vie. Il faut avoir un peu de réseau. Il faut travailler sa confiance en soi et c'est une des raisons pour lesquelles on conseille beaucoup aux coachs débutants de se faire superviser. C'est d'ailleurs sur le plan déontologique, moi je me fais toujours superviser. C'est quand même, mais on travaille peut-être plus tout à fait la même chose en supervision au bout de 15 ans que ce qu'on travaillait au tout début. Et puis, pendant longtemps, on s'est dit, le tour est joué. Si vous avez un talent de départ, si vous avez une vraie motivation, une vraie envie, que vous faites une bonne formation, vous avez un peu d'expérience, un peu de réseau, eh ben, vous n'avez plus qu'à être coach et ça va marcher. Et c'est vrai que c'est ce que moi j'ai expérimenté, c'est ce que beaucoup des gens avec qui j'ai bossé au début ont expérimenté aussi. Aujourd'hui, il semblerait que on soit obligé de reconnaître, alors c'est nous au milieu avec les doigts qui sont montrés du doigt, Paul me disait je ne comprends pas ta photo, c'est nous qui devons faire un peu notre mea culpa et les normes ont clairement gagné du terrain. Donc, les normes, elles ont gagné du terrain à 2 endroits, sur le monde de la formation. Beaucoup de coachs sont aussi des formateurs, hein, donc vous savez de quoi je parle, avec le Calliope. Et elles ont gagné un deuxième endroit, c'est que France Compétences, à un moment donné, a dit, moi, le métier de coach, je le sors du métier, je le sors du référentiel des métiers, c'est pas un métier. Donc ça, c'était il y a 3 ans à peu près. Et heureusement, il y a eu des gens courageux, des coachs courageux. On n'en fait pas partie, donc je le dis d'autant plus volontiers, qui, notamment autour de... Ah zut, voilà que son nom va m'échapper. Marie-Hélène Dini, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui a vécu une histoire d'ailleurs très particulière par rapport à tout ça, sont montés au créneau en disant faisons reconnaître le métier de coach et faisons en sorte que ça soit un vrai métier, inscrit au référentiel des métiers. Il était en train d'en sortir complètement. Ça a eu pour conséquence qu'effectivement, ils ont réussi, ces gens-là, un petit groupe de personnes, à rentrer en contact avec France Compétences, à faire reconnaître l'idée que le coaching pouvait être un métier et que dans ce cas-là, si c'était un métier, on pouvait lui associer une formation et donc une certification qui est le fameux RNCP 35563, parce qu'il faut bien des numéros. Qui comprend donc ces différentes parties, hein. Il y a deux blocs de compétences sur le coaching, il y a un bloc de compétences sur la formation professionnelle en tant que coach et un bloc sur réussir son lancement en tant que coach. Tout ça permet d'avoir une certification. Pourquoi je vous parle de ça? Et donc je reviens là-dessus pour dire que il y a encore 2-3 ans en arrière, jamais on ne nous demandait si nous étions RNCP. Aujourd'hui, déjà tous les appels d'offres demandent le RNCP. Et la plupart de nos grands clients nous demandent, sauf s'ils nous connaissent déjà, hein, quand ils travaillent avec nous depuis longtemps, ils n'en ont rien à faire du RNCP ou pas RNCP, mais de plus en plus, effectivement, ils nous demandent à ce que les intervenants qu'on leur envoie soient RNCP, parce que c'est une forme de garantie pour eux que les coachs se sont bien formés. Donc c'est un RNCP qui est RNCP coach professionnel. Mais là où je voulais vraiment insister, c'est pour vous dire qu'en fait, évidemment, tout ça ne fait pas de vous un excellent coach. Nous, on en est complètement convaincus et c'est la partie sur laquelle je vais arriver ensuite. Il n'en reste pas moins que le conseil qu'aujourd'hui nous donnons, contrairement à ce qu'on avait dit pendant des années à tous les jeunes coachs, c'est effectivement de choisir une école dans laquelle ils pourront avoir un RNCP, qui est un RNCP niveau 6, pour répondre à la question qui a été posée. Je crois que... Voilà. Alors, je vois que ça suscite beaucoup de questions. Effectivement, quelqu'un parle du CIMAX, donc vous pouvez aller voir sur le site du CIMAX. Mais de toute façon, je vous enverrai quelques informations dans le mail de replay pour que vous puissiez creuser ça. Et ce que je vous propose, c'est effectivement de se dire que de plus en plus, il y a pas mal de grosses missions de coaching qui passent par des processus de sélection et que ces processus appellent d'abord une réponse intelligente. Hein, et donc c'est là où ça rejoint la thématique exceller en coaching d'équipe, parce que avant tout, ce qui va faire la différence, et là j'en suis vraiment intimement convaincu, et les retours que nous avons, les marchés qu'on a pu emporter, que ce soit en public ou en privé récemment, reposent avant tout sur la qualité de l'offre et l'intelligence de ce que vous allez, du questionnement que vous allez faire et de la proposition que vous allez faire derrière. Néanmoins, effectivement, de plus en plus, ils s'assurent, et ils ont raison,
que vous avez développé une vraie expertise, que vous vous êtes formé, que vous avez une certification, que vous avez des références et que vous êtes supervisé. Alors, vous me direz, on tombe exactement dans ce qui en France est toujours le problème éternel, c'est que si vous êtes coach débutant, vous n'avez pas tout ça. Vous avez peut-être une bonne formation, vous avez peut-être le RNCP, mais vous n'avez pas encore les références et vous n'avez pas. Ah, ici, il faut démarrer la supervision très rapidement. En tout cas, les références et l'expérience, vous ne l'avez pas encore. Et donc, si on commence à vous demander de l'avoir avant même de vous confier les premières missions, ça va être compliqué. Donc là, tout l'intérêt, c'est justement de travailler en regroupant, de travailler en réseau. Nous, on a créé un réseau, donc le réseau Énergie, on est une quarantaine. Et donc, ça permet aux jeunes coachs qui sont formés chez nous de pouvoir s'appuyer sur ce réseau et de partager les références. Alors évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit bien d'accord et qu'on crée des conditions. Et là, par exemple, on vient d'emporter un marché sur la région Rhône-Alpes, un marché public, et on a regroupé nos expériences, on a regroupé nos références de manière à en avoir suffisamment pour que l'équipe de 4 qui s'est présentée, c'est pour du coaching d'équipe, puisse être bien identifiée comme étant une équipe qui avait une expertise visible, des références, de la crédibilité et donc de la solidité. Voilà. Mais tout ça, c'est important. Et évidemment, bien sûr, ce qui est avant tout le plus important, c'est que votre réponse soit une réponse dans laquelle vous faites en fait la démonstration que vous êtes d'excellents coachs. Voilà, d'où l'idée que tout ça, peut-être, hein, et je le mets de côté parce que tout ça, c'est très technique, c'est super important, et on peut en répondre. S'il y en a qui sont intéressés, contactez-nous, on vous en parlera un petit peu plus. Mais surtout, je vous enverrai de l'info dans le mail du replay. Et du coup, alors je lis cette question de Anne, et effectivement, je confirme, quelqu'un dit non. Bien entendu, pour ceux qui ont leur certification RNCP avant, elle n'est pas remise en cause, elle ne peut pas être remise en cause, alors même que le référentiel a beaucoup évolué, c'est-à-dire que notamment, il y a un bloc de compétences sur coach formateur, ça n'existait pas avant. Il y a ce fameux bloc de compétences qui est très bien fichu d'ailleurs sur réussir son lancement en tant que coach, donc on nous oblige, et c'est très très bien, à former les coachs à réussir leur lancement, en fait, hein, donc à exercer leur métier. Il faut savoir, et je terminerai avec ça, que le RNCP, c'est quand même très exigeant, c'est-à-dire que pour nous, on doit sortir des statistiques tous les ans sur le taux d'insertion dans la profession des coachs qui se sont formés chez nous. Donc, c'est pas que c'est pas des normes qui sont là que pour nous emmerder, que pour nous barrer le chemin, mais c'est aussi très vertueux. Et donc, rentrer dans cette démarche-là, ça veut dire être attentif. Par exemple, maintenant, quand des gens veulent s'inscrire dans nos formations, chez nous, chez Énergie, il y a dans l'entretien de prise de contact, c'est un entretien presque de recrutement à double sens. C'est-à-dire qu'il faut que nous, on donne envie aux gens qui ont envie de se former chez nous, de venir se former chez nous, mais il faut qu'on s'assure, nous aussi, qu'ils sont suffisamment motivés, que leur projet est suffisamment mûri, pensé, etc., qu'ils ont les prérequis dont on a besoin pour pouvoir suivre la formation. Parce que derrière, si trop de coachs qui venaient se former chez nous n'avaient pas un taux d'insertion dans le métier, c'est-à-dire faire 70% de son activité dans le coaching au bout de 6 mois ou d'1 an, eh ben on pourrait perdre, nous, le RNCP, donc on ne pourrait plus former et plus délivrer le titre. Donc c'est quelque chose qui est quand même très, très exigeant, mais dans tous les sens du terme. C'est exigeant pour vous parce que c'est une vraie... il faut monter des dossiers, il faut rédiger un mémoire, il faut passer plusieurs épreuves d'évaluation à l'oral. C'est exigeant pour nous parce que ça nous oblige à être à un haut niveau de conception de nos formations et puis d'exigence sur la façon dont on va accompagner les personnes à être formées. Et c'est exigeant pour le marché parce que du coup, quelque part, ça veut dire qu'on fait un peu monter le niveau. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, avoir un RNCP, c'est probablement nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et ce qui est important, c'est que vous développiez une forme de crédibilité bien plus évidente que tous les diplômes que vous allez pouvoir sortir. En France, on adore les diplômes, mais on a aussi plein de gens hyper talentueux qui n'ont pas de diplôme et qui réussissent très bien, voire beaucoup mieux que certains qui en ont. Et donc, c'est maintenant que je voudrais passer un petit peu sur cette deuxième question. Et donc, une des très bonnes façons, notamment dans des périodes de crise comme celle que nous sommes supposés rencontrer très prochainement, eh bien, alors c'est des techniques de marketing, vous devez recevoir beaucoup
vous, en tant que coach, on est sursollicité de gens qui veulent nous aider à faire notre marketing digital. Et du coup, oui, on essaye dans ces techniques-là d'aller questionner la douleur, d'aller questionner le problème pour, en questionnant en fait cette douleur et ce problème, d'une part, montrer quelle est vraiment notre expertise. C'est une des façons que l'on a de devenir crédible aux yeux du futur client, mais aussi de bien appuyer là où ça fait mal, de telle manière que peut-être le niveau de conscience de la douleur soit un petit peu plus important après votre entretien de prise de brief qu'avant. Alors, il ne faut pas faire ça de manière malsaine, il ne faut pas faire ça, d'ailleurs, j'aime pas beaucoup cette photo, parce que moi, personnellement, là, quand on les voit triturer dans le truc, ça me glace un peu. Mais le but n'est pas de faire plus mal, ça ne serait pas de la manipulation, mais c'est d'augmenter le degré de conscience de quelle est la vraie douleur du client. Parce que vous savez, ça doit vous arriver, vous, à titre perso, de vous réveiller un matin, de ne pas vous sentir très très bien, de sentir une espèce de boule au creux de l'estomac et de vous dire, en fait, je ne sais pas d'où ça vient ce truc-là. Et donc là, si vous aviez un coach qui pouvait vous poser 3 bonnes questions, peut-être qu'il vous aiderait à y voir clair, à avoir la bonne conscience de ce qui perturbe, de ce qui est en train de vous faire mal au creux de l'estomac. Et si vous aviez la chance à ce moment-là d'avoir un coach qui vous pose ces 3 bonnes questions, probablement que vous sauriez déjà beaucoup mieux où vous devez agir que si vous ne le savez pas. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est que le paradoxe, dans cette phase-là de découverte, et donc là, aujourd'hui, on s'est vraiment centré sur cette phase de découverte, parce que s'il n'y a pas une bonne découverte, s'il n'y a pas une bonne mise en contact avec la problématique du client, vous ne ferez pas affaire. Et donc, du coup, dans une période de crise, chaque contact va devoir être peut-être encore plus utile, a priori, que ceux que vous aurez dans une période plus faste, parce que vous aurez peut-être moins de surface de contact avec les clients, et donc il faut être bon, dès le début. Donc, ça, il y a une forme de paradoxe parce que le coaching, il est orienté solution. Donc, c'est ce qu'on vous apprend dans les formations. On vous apprend qu'il faut sortir le client de son espace problème. Mais pour autant, il y a bien un moment donné où il faut rentrer avec lui dans l'espace problème, pas pour se faire aspirer vers le fond. Il faut faire attention à ne pas se retrouver tout au fond du puits avec lui, parce qu'une fois qu'on est tous les deux au fond du puits, on n'a plus qu'à faire ensemble le constat qu'on ne sait pas comment en sortir. Mais en même temps, le client a besoin d'accrocher quelque chose avec vous. Et s'il sent que vous ne prenez pas, non pas une part de la douleur sur vous-même, parce que ce n'est absolument pas le but du coaching, mais que vous ne rentrez pas avec lui et que vous ne lui faites pas prendre conscience que à la fois vous avez compris de quoi il s'agissait, mais que lui, du coup, il a un peu mieux compris qu'avant aussi de quoi il s'agissait, eh bien, vous passerez peut-être à côté de lui. À l'inverse, si au travers de votre questionnement, qui va toujours être un questionnement orienté solution, mais il va vraiment se dire qu'à la fin de ce premier entretien, qui aura peut-être duré 30 minutes, il a lui-même déjà avancé sur sa compréhension de sa propre douleur. Alors, grâce à votre écoute vraiment pointue, alors à ce moment-là, il va avoir envie d'aller plus loin. Et ça, c'est vrai autant en coaching individuel qu'en coaching d'équipe. Peut-être encore plus vrai en coaching d'équipe qu'en coaching individuel. Parce qu'en coaching individuel, vous parlez de votre douleur à vous. Donc, peut-être que si vous avez déjà un peu de maturité, un peu de développement personnel, vous avez peut-être déjà une bonne conscience de où est-ce que ça fait vraiment mal. Mais quand vous êtes en coaching d'équipe, vous sentez que le système ne va pas bien. Et en même temps, est-ce que c'est parce que vous sentez qu'il ne va pas bien que vous saurez aller chercher, ou que le client, pardon, aura une bonne conscience de ce qu'il fait, de l'origine en fait, et de où est-ce que ça se joue. Je prends un exemple parce que quelqu'un demandait de le faire. Je suis en train de terminer une grosse mission de coaching d'équipe dans laquelle il y a eu plusieurs étapes. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que en fait, c'est un gros système qui doit bouger. C'est un système de, je sais pas, un bon millier de personnes. Et tout au départ, en fait, j'ai même cru que cette mission était plus une mission de coaching individuelle, puisque j'ai eu affaire au nouveau patron de cette grosse entité, de ce gros système qui venait d'arriver. Et les 2-3 premiers rendez-vous, en fait, c'était des rendez-vous, je me disais, mais à quel moment? Parce qu'il m'avait clairement appelé parce que je suis coach d'équipe. Et je me dis, mais à quel moment on va vraiment rentrer dans le moment où il va me dire
qu'il a envie de faire avec son équipe. Et en fait, je pense qu'on ne pouvait pas y rentrer parce que justement lui-même n'avait pas encore compris où est-ce que ça pouvait poser problème. Il sentait que le système n'était pas en train d'embrayer de manière vertueuse, mais en même temps, il ne savait pas bien où est-ce que ça se jouait. Et donc, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, et c'est pour ça que nous, on insiste tout le temps dans toutes nos conférences sur le fait que être coach, c'est avoir les deux facettes, coaching individuel, coaching d'équipe. Si je n'avais été que coach individuel, je n'aurais pas su lui poser les bonnes questions qui lui faisaient comprendre que le truc venait du système. Si je n'avais été que coach d'équipe, je n'aurais pas su être suffisamment habile pour faire émerger, parce que moi non plus je ne savais pas, mais pour faire émerger dans ces 2-3 premières sessions de 2 heures qu'on a fait ensemble, où était le vrai problème que nous devions traiter. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important d'être suffisamment bien formé sur ces deux facettes-là, parce que peu importe, il aurait choisi que ce soit plutôt un coaching individuel, on aurait continué en mode un coaching individuel, c'est lui qui aurait agi sur le système, mais j'aurais pu, de par les clés de lecture que j'avais moi sur la systémie, pouvoir le faire avancer dans cette réflexion-là. Et à l'inverse, finalement, ce qu'il a choisi, c'est bien qu'on aille faire un coaching d'équipe, mais j'avais des clés de lecture de coaching individuel qui me permettaient aussi de l'accompagner lui et de se poser les bonnes questions par rapport à son rôle et le rôle que lui-même jouait par rapport à ce système qu'il voulait faire bouger. Voilà. Je lis de temps en temps en même temps les questions dans le chat. Donc effectivement, oui, je confirme, l'empathie ne suffit pas. L'empathie est en général une qualité de base que tous les coachs ont, sinon on ne va pas dans ce métier-là. Alors ça se travaille, hein, ça se développe, mais là on parle bien effectivement de la capacité à questionner, à questionner avec. Et là vraiment, j'ai trouvé que cette mission était intéressante parce que à questionner, en plus, c'est un système, enfin, c'est dans un milieu très technique auquel je ne comprenais pas grand-chose. Et c'est là qu'on voit vraiment quelle est la valeur du coach, c'est-à-dire le coach qui pose tout un tas de questions complètement décalées, dont il n'a même pas envie de connaître la réponse, pardon, hein, puisque vous savez qu'en coaching, la valeur, c'est la valeur de la question, ce n'est pas la valeur de la réponse. Ce qui compte, c'est le silence que ça produit chez le client. Ce qui compte, c'est la réflexion que ça permet au client de faire et d'avoir, qui va éclairer d'un seul coup son sujet. Donc, c'est ça qui est important. Quand vous posez des questions au coaching, vous ne posez pas des questions pour obtenir une réponse. Parce que bien souvent, les réponses, vous ne les comprenez même pas. En tout cas, quand ça touche au cœur du métier du client. Et c'est très bien comme ça, parce que sinon, il y a des coachs internes qui sont excellents, on en forme plein, ils sont très très bons, qui eux comprennent un peu mieux la technicité du métier, parce qu'ils en viennent et parce qu'ils baignent dedans. Mais nous, quand on est coach externe, la plupart du temps, on comprend. Alors, si le métier est simple, on comprend assez bien, mais si le métier est complexe, et là en l'occurrence c'est très complexe, c'est très technique, moi je ne comprends pas. Donc par contre, ce que je vois, c'est le cheminement. Ce que je vois, c'est les zones de lumière que ça provoque, ou c'est les zones d'ombre, au contraire, que ça va proposer. Alors, après effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une bonne question? Ça fera l'objet d'une nouvelle conférence. On fera une conférence sur les questions puissantes, si vous voulez. Mais en tout cas, vous l'avez compris, oui, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est de poser des questions pointues et en même temps des questions qui vont engager. Alors, questions pointues, parce qu'effectivement, en posant ces questions pointues sur le système, hein, pas des questions pointues sur le métier de votre client, mais des questions pointues sur le système de coach, c'est-à-dire comment il réagit, comment ça s'est passé, où sont les opposants, et comment se fait-il que j'ai l'impression que vous ne me parliez que de vos opposants? C'était le cas dans cette mission que Et les autres, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a que des opposants. Mais non, pas du tout, il y a aussi plein d'alliés. Ah, comment se fait-il qu'on ne parle pas des alliés? Vous voyez, toutes ces petites questions décalées que vous allez pouvoir poser qui vont permettre au client de se rendre compte qu'en fait, lui-même s'était déjà enfermé dans son espace problème, et que là où ça fait mal, c'est qu'il a des opposants un peu tenaces, un peu dangereux, quoi, des dragons au sein de ses équipes. Et en même temps, ça lui fait prendre conscience au travers de votre questionnement qu'il ne s'est pas appuyé sur ses alliés et qu'il consacre 80% de son énergie sur les 20% d'opposants qu'il a au sein de ses équipes. Là où il aurait peut-être dû faire l'inverse, c'est-à-dire garder 20% pour ses 20% et garder 80% pour le 80%. Donc effectivement, les bonnes questions, là je lis dans le chat, je chope des morceaux, hein. C'est des questions qui, souvent d'ailleurs le client vous dit exactement ça, il vous dit « Ah, c'est une bonne question ça ».
Et donc là, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de faire votre métier de coach. Et s'il ne vous dit pas c'est une bonne question, c'est pas grave, continuez votre questionnement. Parce que c'est là où ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut se permettre d'aller éclairer l'espace problème du client à partir de plein d'endroits, un peu comme si, je vais reprendre l'image chirurgicale, que j'aime pas beaucoup, mais comme si une fois qu'on a enlevé la tumeur, on va aller regarder s'il ne reste pas des petites cellules cancéreuses à aller enlever. Donc on va regarder un petit peu partout. Mais c'est un peu ça que le coach va faire. Il va essayer d'aller regarder avec différents points d'éclairage comment ça peut faire bouger le client déjà dans son mindset. Et là, si vous arrivez à l'accrocher à partir de ça, probablement que c'est gagné. Parce que vous aurez quelque part fait preuve de votre expertise de coach systémique, de coach d'équipe ou de coach individuel, et en même temps, vous lui aurez posé des questions d'engagement, c'est-à-dire des questions qui vont l'amener sur, cette fois-ci, ça c'était un peu la même chose, mais qui vont l'amener sur les racines de sa motivation. Vous voyez, par exemple, la première, il se passe quoi si vous échouez? Ça, c'est une vraie question d'engagement. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous êtes en train de le faire réfléchir. Vous ne savez pas ce qui va se passer s'il échoue ou s'il ne s'en occupe pas. Il se passe quoi si vous ne faites rien, par exemple? Tout simplement, même pas si vous échouez, si vous ne faites rien. Bien, du coup, au travers de ça, à la fois, vous appuyez un peu sur l'endroit où ça fait mal, mais en même temps, il se passe quoi si vous ne faites rien? Donc, il y a l'inverse qui se produit dans la tête, qui n'est pas le négatif, c'est il va se passer quoi si je fais quelque chose? Donc, ça veut bien dire qu'il faut que je fasse quelque chose. Et au travers de ces questions, vous voyez qu'ils vont à la fois aller appuyer là où il y a une douleur et en même temps montrer une perspective. Alors, vous allez créer l'envie de ce client qui est encore un prospect de venir bosser avec vous, ou de ce client qui est déjà un client, de vous confier une nouvelle mission par rapport à un endroit où au départ, lui-même n'avait pas forcément conscience qu'il allait vous passer une commande pour un coaching d'équipe, par exemple. Une des façons qu'on a de développer son business, et je pense que c'est encore plus important de le faire dans une phase un petit peu de crise, c'est qu'il faut qu'on soit proactif, il faut rappeler nos clients et il faut, sans même qu'au départ ils aient identifié clairement un besoin, et si vous les invitez pour un déjeuner ou pour prendre un café, ou pour faire une visio, parce que ça se fait beaucoup maintenant, si vous êtes vraiment centré sur ces mécanismes-là de questions puissantes, de questions qui vont aller appuyer sur la douleur, de prise de conscience de ce qui ne va pas, et de questions d'engagement, donc ce mix un petit peu de différentes questions, alors vous allez déclencher chez lui une vraie envie de faire bouger son système, et à plus forte raison s'il est dans une période un petit peu compliquée. Là, la mission dont je vous parle, c'est typiquement une mission sur laquelle ils s'attendent à rentrer dans une zone de turbulence très forte, parce qu'ils sont sur un marché qui va probablement être très fortement perturbé par les différents paramètres de crise qui nous attendent. Voilà. Alors, oui, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre tombe? Pourquoi pas, moi, ça me choque pas comme question. Taux de départ, pourquoi pas, ça peut marcher aussi. À vous de choisir. Nous, en fait, c'est marrant parce que là, je les relis. Celles-là, c'est Paul qui les a écrites, ces questions, mais nous, on aime bien les questions qui soient très orientées vers l'optimisme. Mais à la limite, est-ce que c'est être pessimiste que de parler de l'épitaphe qu'on aimerait voir sur notre tombe? Pas sûr. Moi, je pense que c'est une bonne forme aussi de projection positive, puisque de toute façon, on sait qu'on va tous y passer. Donc, bon, enfin voilà, c'était un clin d'œil. À vous de trouver les vôtres. C'est d'ailleurs très important de trouver les vôtres, mais c'est peut-être très important que vous les écriviez, les vôtres. C'est-à-dire que, notamment, je pense à ceux qui débutent, quand on vous dit ouais, question puissante, alors ça, on adore tous les formateurs de coach vous parlent de la question puissante, et puis après, vous leur dites, ouais, bah, pour moi, puis ils vous donnent des exemples. Alors, vous dites, bon, c'est pas si puissant que ça. Parce qu'en fait, ce qui est puissant, c'est ce qui va vous être quelque chose où vous avez l'impression que vous êtes dans un vrai pas de côté, que vous allez vraiment aider le client à voir les choses. Et donc, peut-être que aller jusque, c'est une forme d'humour, mais pas que, d'ailleurs, aller jusqu'à poser cette question, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on écrive sur votre tombe? Ça peut réveiller un peu. Qu'est-ce qui est en train de me dire là? Pourquoi il me parle de ça? Et là, vous allez vous décaler, vous allez vous différencier à partir de votre style. Si celui-là ne vous convient pas, surtout ne copiez pas cette question, trouvez-en d'autres. Mais ça va vous démarquer. Voilà.
Dernière chose, je suis désolé, je me rends compte qu'en étant seul, c'est plus compliqué d'interagir avec vous. J'avais envie de vous poser une question. C'est que c'est de vous la poser pour vous-même et de vous dire finalement, quand on va parler là en 5 minutes de la valeur du coaching et du prix, et je pense qu'il faudra qu'on y revienne. Oui, et alors, elle est très bonne. Il faut la poser plusieurs fois d'ailleurs. Et alors, et alors, et alors, et alors. Euh, c'est pour se poser la question de la valeur du coaching, peut-être que, enfin en tout cas, moi ça me parle bien. C'est-à-dire que je me dis, qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi d'être coach un jour? Peut-être, une des raisons, et peut-être que c'est une raison importante, c'est que j'aurais bien aimé qu'on me fasse rencontrer un coach dans un moment de mon expérience de manager. Donc, j'ai accepté un poste qui était peut-être un peu surdimensionné pour moi, donc j'en ai bavé pendant 3 ans, et vraiment, vraiment bavé. Et je pense qu'à ce moment-là, avec du recul, je me dis, j'aurais été beaucoup plus vite et surtout j'aurais été de façon beaucoup plus écologique sur le plan personnel si j'avais été coaché. Donc du coup, peut-être que de répondre à cette question-là, de quoi vous avez vous personnellement souffert dans votre vie et sur lequel vous avez su dépasser et du coup tirer des enseignements remarquables, que ce soit par rapport à votre équipe ou que ce soit par rapport à vous en tant que coach, se poser ces questions-là et avoir modélisé comment ça s'est passé, comment vous l'avez fait pour vous-même, ça va peut-être vous aider à savoir comment vous allez être un excellent coach pour les gens que vous allez rencontrer, peut-être sur ce type de douleur. Parce que finalement, une des questions qu'on pourrait se poser, puisqu'on parlait au début d'un marché qui se remplit de plus en plus de coachs, est-ce que nous devons faire le choix d'être des coachs généralistes ou est-ce que nous devons accepter l'idée que nous sommes des coachs spécialistes, spécialistes de tel ou tel type de douleur, mais surtout spécialistes de tel ou tel type de guérison, hein, parce que la douleur, ça va bien pour l'entretien au départ, mais après, on ne va plus parler de douleur, après, on va vraiment parler de comment est-ce que le client va aller mieux grâce au coaching. Et donc, ça peut être intéressant que vous vous posiez cette question pour vous, pour regarder finalement, pour vous et peut-être quelques personnes que vous avez accompagnées, comment vous allez vraiment développer une forme d'expertise. Par exemple, moi, il y en a qui me disent, ben, moi, je suis un excellent coach de la confiance en soi. C'est-à-dire, moi, quand je prends des clients, en fait, ce qu'ils me disent derrière, c'est que grâce à moi, ils ont repris pleinement confiance en eux. Voilà. D'autres sont peut-être des coachs de la confrontation, sont des spécialistes d'aller confronter sur les angles morts, sur les points que la personne ne voit pas, donc déclencher des prises de conscience et réveiller de manière un petit peu forte, un peu comme une décharge électrique, d'aller provoquer des insights qui vont faire que le système ou que la personne va bouger différemment après. Donc peut-être que ça peut être intéressant de réfléchir à ça, et ça serait peut-être pas forcément étonnant qu'il y ait un lien avec votre propre vécu, et donc que ça puisse, et que donc, du coup ça puisse faire écho. Voilà. Non, je ne crois pas que ce soit être psychothérapeute ou psychanalyste, pardon, hein, où on dit qu'on ne peut devenir psychanalyste qu'à partir du moment où on a fait une très longue analyse soi-même. Mais peut-être qu'il y a un lien quand même, ouais, pourquoi pas, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est probablement, même si on se garde de tout risque de projection, etc., c'est quelque chose il peut y avoir dans l'effet miroir, dans l'écho entre les situations que vous savez bien accompagner et les situations que vous vivez vous-même, peut-être un lien. Voilà. Je me rends compte en étant seul aujourd'hui aux manettes que j'ai pas du tout géré le temps, qu'on était censé vous parler du prix et du positionnement, et que du coup je vais pas avoir le temps de le faire, sinon je vais le faire très mal. Donc je vais m'arrêter sur les 2 premiers points que j'avais à aborder avec vous. Et puis comme on est amené à faire d'autres conférences derrière, eh ben, on se débrouillera pour y aller. Alors je voudrais juste terminer par une petite proposition. Proposition que effectivement, j'espère que, je vois beaucoup de questions, je n'ai pas pu répondre à toutes, je n'ai pas pu réagir non plus par rapport à. Il y a plein de questions passionnantes comme est-ce que parler de douleur ou de guérison, ça gêne un peu? Je comprends. J'ai d'ailleurs peut-être formulé moi à plusieurs reprises. Et donc, c'est pas une façon unique d'aborder le sujet, mais en même temps, c'est une façon très efficace de le faire.
Et bien entendu que le coaching, c'est quelque chose qui est responsabilisant et qui doit faire en sorte que la personne garde bien ce qu'elle veut faire dans ses mains. Si vous êtes motivé pour aller plus loin sur ces questions, plutôt que de vous dire que, évidemment, on a une école de coaching, donc évidemment que nous, ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous ayez envie de vous y inscrire un jour. Mais l'idée serait plutôt de vous proposer un petit entretien de 30 minutes. Et ben, c'est pas du tout ça que j'avais à vous proposer. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bref, peu importe. C'est là. C'est de vous offrir plutôt une supervision de 30 minutes sur justement, par exemple, cette question du tarif ou sur cette question du positionnement ou cette question de la différenciation. C'est-à-dire que la proposition qu'on vous fait, c'est non pas de vous vendre notre école de coaching, parce que on part du principe que si on a accroché un bon lien avec vous et que vous avez envie de vous former un jour, vous viendrez vous former chez nous plutôt que d'aller vous former ailleurs. Donc finalement, nous aussi, on a décidé de lâcher prise par rapport à ça et plutôt de vous proposer 30 minutes pour vous aider à réfléchir à cette question de positionnement, de comment faire face éventuellement à une crise potentielle, je dis bien potentielle, sur l'un des 3 aspects qu'on a abordés aujourd'hui, c'est-à-dire y a-t-il nécessité d'avoir un titre? Est-ce que c'est important pour moi? Et donc, à ce moment-là, ça permettra de répondre à des questions personnelles que vous pouvez poser sur ce thème-là. Ça peut être aussi de parler de cette notion de coach généraliste versus coach expert de certaines douleurs aiguës. Et puis, de l'importance, alors c'est et ou, hein, parce qu'on ne pourra pas traiter les 3 sujets, mais en 30 minutes, ce qu'on vous propose, c'est de prendre un de ces 3 sujets et puis de travailler en mode supervision, en mode coaching. Et donc, pour ça, ce qu'on vous propose, c'est alors, je vais le copier, le lien, et le mettre dans le chat tout de suite. C'est quand même mieux. Mais sinon, vous appuyez sur le bouton prise de rendez-vous en haut, et ça marche aussi très bien. Voilà. Et donc, effectivement, c'est vrai que le RNTP ne concerne pas les coachs de vie pour l'instant, mais jusqu'au jour où les coachs de vie feront la même démarche que celle qui a été initiée par un petit groupe de copains coachs professionnels. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans le chat pour prendre un rendez-vous ou de cliquer tout en haut là, sur le petit bouton rouge. Il y en a déjà une trentaine qui l'ont fait, donc bon, il va falloir qu'on ait toute la disponibilité pour faire nos entretiens de 30 minutes. Hein. C'est à nous maintenant de pouvoir assumer la proposition qu'on vous fait. Voilà, donc encore désolé de ne pas avoir pu être 2 à faire notre numéro de marionnettiste, de duettiste, parce qu'on est très complémentaires tous les 2, Paul et moi. Et donc là, il vous manquait la facette Paul, et vous n'avez que la facette Franck aujourd'hui. Voilà, voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle conférence sur le coaching. Merci de vos petits témoignages de fin et bonne journée à vous tous.